propose qu'on enchaîne avec notre deuxième intervenant ce matin, en la personne de Simon Muchler de SG Ball. Si tu es là, Simon, je veux bien que tu te démutes et que tu nous parles. Est-ce que tu nous entends, Simon? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez, vous? Super. Ouais, on Ok, t'entend. super. Ah, Bonjour à tous. Bonjour, Simon. Pareil, je vais te laisser d'abord te présenter brièvement, nous parler de SG Ball, qui est donc ton entreprise, dont tu es fondateur et un des responsables aujourd'hui. Donc, c'est une entreprise de conception de ballons créatifs qui est basée à Nantes. Et puis de ton nouveau projet Rebond, qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, puisque c'est un projet qui est en lien avec la thématique du jour. Ouais, merci Pierre. Merci pour l'invitation déjà. Alors voilà, je m'appelle Simon. J'ai une histoire qui est liée au ballon. On a commencé à travailler avec mon associé actuel qui s'appelle Louis sur le ballon, qui était un peu un délire d'adolescence à la base. Et puis petit à petit, c'est devenu une passion, puis un business avec la société SG Ball. Donc SG Ball, comme l'a très bien expliqué Pierre, on agit en fait un peu comme une agence de com, mais spécialisée sur du ballon. C'est-à-dire qu'on fait du ballon sur mesure en termes de design, de qualité technique, à différentes entités. On travaille avec deux marchés principaux que vont être les clubs de sport d'un côté et de l'autre les annonceurs publicitaires. Et récemment, depuis bientôt 2 ans dans les faits, enfin officiellement, mais dans les faits depuis bien plus longtemps, on bosse sur un projet qui s'appelle Rebond. Et derrière Rebond, on a eu l'envie de challenger les méthodes de production actuelles sur du ballon et également les matériaux utilisés sur le ballon pour en faire un produit éco-responsable. Alors, le terme éco-responsable est vague, hein, il n'y a pas vraiment de définition autour de ça malheureusement, mais on aura l'occasion de vous expliquer plus tard dans cette intervention ce qu'on cherche à faire sur le ballon. Parce qu'on est notre expérience et notre savoir sur le ballon nous ont montré qu'il y avait beaucoup à faire sur ce produit. Et on s'est dit qu'on était les mieux placés pour essayer de changer les choses sur le ballon. Petite question à ce niveau-là, on voit dans ta démarche d'entrepreneur qu'il y a une prise de conscience à un moment qui a amené justement à ce nouveau projet Rebond, dont tu vas nous peut-être parler plus en détail par la suite. Souvent, on voit cette démarche comme pour beaucoup de chefs d'entreprise comme une contrainte. On voit de plus en plus dans les médias parler de transition écologique et environnementale. Toi, de ton côté, on voit que c'est presque plus une envie et un désir d'aller vers ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ton attrait pour cette thématique éco-responsable? Ouais, en fait, c'est vrai que déjà, c'est notre connaissance du ballon qui a permis à un moment de poser un constat sans ce savoir, sans ces années de voyage dans les usines productrices de ballons, sans la connaissance approfondie du produit, jamais on n'aurait été capable de poser ce constat. Et à partir de ce constat-là, il y a eu un peu un arrêt sur image et il y avait un décalage entre le produit qu'on travaillait et avec lequel on avait une affinité, une histoire très forte et forcément une sensibilité perso. Je pense que tu l'as dit, il y en a qui prennent ça beaucoup comme une contrainte. C'est une contrainte à partir du moment où c'est subi. Lorsqu'il y a le désir et l'envie à la base, et je pense que c'est la base de tout, parce que s'il n'y a pas l'envie, s'il n'y a pas une sensibilité personnelle à la base, je pense que à la fin le projet va s'effriter parce que il faut pas se cacher, il faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de barrières quand même à passer. Il y a un long chemin à faire avant de pivoter ses productions et de changer les choses. Donc sans cette conviction perso initiale, le projet est pas voué à l'échec, mais quasiment, ou alors on n'ira pas jusqu'au bout. Et c'est là qu'on va tomber pour certaines boîtes, à mon sens, dans du greenwashing ou dans de l'apparat. Regardez, on essaye de faire des choses, mais finalement, on s'aperçoit que c'est fait qu'en superficie, que c'est pas travaillé à fond. Voilà, et là, ça devient négatif. Ça marche. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer plus en détail ton projet Rebond, son concept, et puis aussi peut-être son ambition, parce que c'est un projet qui est un projet justement, qui est en construction actuellement. Ouais, voilà, on est parti du constat que le ballon, aujourd'hui, en termes d'éco-responsabilité, était clairement un mauvais élève en la matière.
pour plusieurs raisons. D'abord, par rapport aux matériaux qui sont utilisés sur le ballon. Alors, si on s'arrête sur le ballon de foot, par exemple, beaucoup de producteurs, de gros faiseurs parlent de simili-cuir, de cuir synthétique. Il faut savoir que le ballon de foot, depuis les années 60, c'est du plastique qui est utilisé, donc du PVC ou du PU. Et à l'intérieur, il y a différents matériaux. C'est ce qui rend aussi le produit complexe et hyper intéressant. Hein. C'est qu'il y a du PVC, il y a de la mousse, il y a du polyester, il y a du latex pour la valve. Et ensuite, le ballon, c'est un petit peu, je ne sais pas si c'est une faille ou si le produit est tellement complexe qu'on n'est pas arrivé à le faire rentrer dans des cases, mais il faut savoir qu'il rentre dans aucune norme européenne, juridiquement. C'est-à-dire que le ballon, quand il rentre sur le territoire européen, il n'est pas contraint de répondre à une norme douanière européenne, comme le jeu et le jouet, avec les normes EN71 par exemple. Le ballon ne rentre pas dans cette case norme jeu-jouet. Alors avec un petit astérisque, sauf s'il fait moins de 14 cm de circonférence de tête, donc si c'est une balle en fait. Voilà, et il y avait aussi l'aspect, cet aspect d'import, parce que le ballon a une histoire, et nous, pour être allés dans les pays producteurs justement de ballons, on s'est imprégné de cette histoire-là aussi. Il faut savoir qu'il y a un berceau du ballon dans le monde qui est le Pendjab. Et le Pendjab a un savoir-faire historique, culturel, qui date de l'époque coloniale anglaise de faire du ballon. Et il y a aussi eu dans notre réflexion de se dire, est-ce que produire de manière éco-responsable égale produire de manière locale? Donc ça a été une autre facette à notre réflexion. Et face à ce constat-là, on a établi un plan de R&D en plusieurs étapes, en commençant, j'ai envie de dire petitement ou de manière raisonnable, dans le but d'aller toujours plus loin une fois chaque étape franchie. L'idée derrière ça, c'est que je pense que lorsqu'on cherche à pivoter ou partir sur de l'éco-responsabilité, même si on a envie d'aller très loin tout de suite, il faut aussi accepter d'y aller étape par étape et se dire que chaque étape de fait, chaque avancée, même s'il y a encore beaucoup à faire, c'est quand même une avancée. Et c'est toujours une avancée qui permet d'avoir un produit plus propre, plus sain, moins énergivore pour notre planète. Donc, on est parti de là, et nos étapes différentes. La première était vraiment basique, c'était prendre les matériaux déjà utilisés sur du ballon et faire rentrer ce produit-là dans une norme européenne déjà existante. Donc, on s'est basé sur la norme des jeux et des jouets. Donc, ça voulait dire, entre autres, sortir un ballon sans phthalate, sortir un ballon avec des encres naturelles, travailler avec du latex naturel. Ça voulait dire toutes ces choses-là. Vraiment prendre le ballon de base, les matériaux déjà existants, et les cliner entre guillemets au maximum. La deuxième étape était de travailler avec des matériaux issus de recyclage. Comme je l'ai dit, le ballon utilise beaucoup de plastique. Aujourd'hui, on a la chance en France d'être assez en avance quand même sur la partie recyclage. Donc, notre envie, elle était là, elle était d'utiliser des déchets pour faire du ballon, sachant que le plastique, ça utilise énormément de carbone, hein, on l'a vu sur les précédentes interventions. Le carbone, c'est ce qui est très énergivore pour notre planète aussi. Donc, voilà, ça c'était la deuxième étape. La troisième était de réaliser du ballon en matériaux biosourcés. Alors, le terme biosourcé est un petit peu moins connu du grand public, mais pour la faire courte, en fait, on va utiliser des déchets de résidus organiques, végétaux, déjà existants, pour réaliser un plastique biosourcé, qu'on appelle biosourcé. Et la quatrième étape, qui est qui n'est pas linéaire dans le temps, qui ne suit pas les autres, qui est vraiment parallèle, c'était de créer une chaîne de production 100% française. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, ça a été une vraie réflexion en interne, de se dire est-ce que produire de manière éco-responsable égale produire localement? Et je vais peut-être surprendre là-dessus, mais notre réponse, elle a été non. De notre vision, qui peut être débattue, l'éco-responsabilité doit être vue d'un point de vue global, d'un point de vue mondial. Et je pense que la crise sanitaire qu'on a traversée, qu'on traverse toujours aujourd'hui, le montre bien. Et notre réflexion a été elle a été la suivante, de dire qu'un savoir-faire qui a été français, qui a fait les belles heures de l'industrie française, qui a une histoire française, aujourd'hui de la réimplanter en France, de la faire revenir, je pense au textile, je pense à la chaussure, ça oui, à notre avis, c'est quelque chose d'éco-responsable. Par contre, prendre un savoir-faire qui n'a jamais été français,
aller le chercher dans une région du monde qui, qui repose vraiment son développement économique, social sur ce savoir-faire et qui est ancré dans ses origines, ça, à notre sens, c'est anti-éco-responsable. Ça s'apparente un peu à du pillage industriel ou même j'ai l'écho souvent de ces cours de sociaux qui reviennent du lycée où on parle de fuite des cerveaux à l'époque de la décolonisation. J'avais un peu ce sentiment-là, à me dire on va pivoter la production 100% française. Donc en fait, on l'a vu de manière différente. On s'est dit qu'on allait monter cette chaîne de production française et qu'on allait faire travailler les deux en complémentarité. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, en France, on a un accès à de la R&D, on a un accès à de l'industrialisation liée au plastique, au biosourcé, justement. On a quand même une sensibilisation qui est de plus en plus forte sur l'aspect environnemental, traitement des déchets. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire à des pays qui ont produit, qui ont réalisé des choses pour nous pendant des vingtaines d'années et qui aujourd'hui n'ont pas cette sensibilité-là. Et il faut être franc aussi qu'on n'avait pas il y a encore 20 ans ou 30 ans. Hein, je pense que depuis l'époque des 30 Glorieux, si on regarde notre impact en termes de pollution, il est catastrophique. Donc, notre vision elle a plutôt été de dire, utilisons notre savoir pour faire monter en compétence nos ateliers OpenJab, pour les sensibiliser. Et de l'autre côté, nous aussi, on monte en compétence avec leur savoir à eux. Et je pense que c'est une bonne balance à trouver. Et comme ça fait grandir et pousser tout le monde vers le haut, quoi. Donc, c'était notre prise de position. Aujourd'hui, on en est sur tous ces points de R&D. La chaîne de production française est montée, elle est créée. Il y a déjà des productions qui sortent de cette entité-là. Le premier ballon, d'ailleurs, à être sorti est un ballon avec le PSG. Sur l'aspect recyclé, biosourcé, en fait, on est accompagné par une entreprise française, d'ailleurs, qui est à 20 minutes de chez nous, qui est une filiale de Mitsubishi, et avec qui on est arrivé à sortir, alors pour pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, le PVC, avant d'être du PVC, avant d'être une matière type une feuille, un panneau, il est ce qu'on appelle du compound. En fait, c'est un granulé, c'est une poudre. Et on a développé ce compound, cette poudre, qui reach les qualités techniques du ballon. Donc, on attaque la partie de faire ce PVC physiquement, le calendrage, pour ensuite faire des échantillons de ballons. Donc, on en est à la phase d'échantillonnage avec une opération qui se monte sur avril 2022, accompagnée par plusieurs clubs de Ligue 1 d'ailleurs. Donc voilà, un petit peu la R&D et nos différentes étapes. Ok, super. Et donc, les prochaines étapes, tu disais avril 2022, c'est bien ça? Ouais, avril 2022. En fait, sur Rebond, on a cette chance d'avoir une société déjà existante, qui est rentable et sur laquelle on s'appuie clairement pour développer notre projet. Et ça, c'est une grosse chance aussi. On a clairement eu des appels du pied de la part d'investisseurs pour rentrer au capital. Et chose qu'on a pour l'instant refusé. On voulait vraiment finir cette R&D pour la simple et bonne raison que, ayant déjà créé des sociétés, ayant déjà eu des investisseurs à entrer au capital, ou même en prenant l'exemple d'un emprunt bancaire, par exemple, à partir du moment où il y a une rentrée au capital ou un emprunt bancaire, on rentre dans des deadlines de rentabilité et de chiffre d'affaires. Et c'est un peu alors c'est pas un frein, mais ça aurait fait, je pense, travailler notre volonté de pivot en termes de R&D et de matériaux de manière différente. C'est-à-dire qu'on aurait eu toujours cette deadline à aller chercher. Et peut-être qu'on ne serait pas allé aussi loin dans ce qu'on voulait faire. Peut-être qu'on aurait juste travaillé la surface externe du ballon. Peut-être qu'on aurait laissé tomber la surface, les composants internes. Et du coup, là, on est allé à notre rythme. Chaque étape a financé celle d'après. On lance toujours une étape de R&D développée en collaboration avec un club professionnel pour faire clairement pour communiquer fortement sur le projet. Et voilà, donc la prochaine étape, en effet, c'est 2022 avec le lancement de ce ballon éco-conçu avec des matières externes biosourcées et des matériaux en interne recyclés. Okay. Qui est encore une fois une étape pour aller encore plus loin, puisqu'il y a un vrai challenge quand même sur tout type de produit. C'est la fin de cycle de vie du produit. Et l'ambition finale est vraiment d'arriver à faire du ballon neuf avec du ballon ancien. Donc arriver à recycler le ballon pour en faire du nouveau et créer ce cercle fermé et cette économie circulaire, quoi. Ça marche.
On y voit déjà beaucoup plus clair sur ton projet et aussi ta pertinence dans cette intervention. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans ton intervention, c'est ta double casquette à la fois d'entrepreneur avec ce projet dont tu nous parles, mais aussi cette relation que tu as avec des responsables marketing, puisque tu disais, tu travailles pour essentiellement beaucoup de clubs, notamment de Ligue 1 ou de Top 14 ou voilà, d'autres sports également. Donc, tu es en contact quasi quotidien avec des directeurs marketing. Tu parlais notamment du PSG. Est-ce que tu vois, toi, dans leur regard, que cette thématique de l'environnement, c'est aussi une de leurs demandes, c'est aussi un de leurs besoins à venir, que finalement les ballons, les produits qu'ils achètent soient éco-sourcés, éco-responsables, éco-conçus, etc., etc. Ouais, complètement. Euh, le marketing qu'on a connu il y a même encore 5 ans n'est plus le marketing d'aujourd'hui. C'est-à-dire que avant, quand on était sur du marketing d'image, maintenant on est sur du marketing de valeur. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des communautés maintenant et qui ont besoin de se rattacher à des valeurs. Je pense que alors c'est peut-être un peu beaucoup de dire ça, mais les classes politiques, il y avait beaucoup d'attentes de la part, notamment, je pense, de notre génération plus jeune, de la part des classes politiques. Et on a été pendant des années à l'heure du constat et il n'y a jamais eu vraiment d'action. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait des entreprises, des entrepreneurs, des clubs, des entités qui passent à l'action, ça leur fait vraiment, ça donne un référent à cette communauté et ça donne une valeur à l'image d'entreprise, à l'image du club, à l'image de l'entrepreneur auquel des potentiels clients, un public se rattache finalement. Et pour en revenir au club, parce que c'est plus la partie avec laquelle je travaille moi, je pense que les clubs aujourd'hui fonctionnent concrètement comme une entreprise. Et il y a, en termes de marketing, là, encore une fois, il y a clairement une place à prendre. C'est-à-dire que demain, les clubs qui seront les premiers à prendre ce pivot, à communiquer sur cette envie d'éco-responsabilité, sur le fait de sensibiliser leur communauté, je pense qu'il aura un train d'avance sur les autres clubs. Donc oui, c'est important pour eux. Et ouais, pardon. Pour en revenir à ton activité à toi, est-ce que toi, tu penses que dans ton discours, d'arriver avec ce projet rebond qui fait partie de ton activité chez SG Ball, ça te donne un avantage quand tu dois parler de tes ballons à des clubs notamment? Est-ce que pour toi, cet argument d'avoir un projet éco-responsable, est-ce que c'est quelque chose qui parle au responsable marketing communication que tu as en face de toi? Oui, complètement. Complètement, parce que, comme je le disais, en fait, ils cherchent à aller plus vers une production plus propre, à communiquer sur du plus propre, à engager leur communauté. Et nous, derrière, personnellement, ça nous donne aussi l'image ça renforce cette image de spécialiste du ballon, parce que sans connaissance accrue du ballon, on serait pas capable aujourd'hui d'amorcer ce pivot avec la locomotive de rebond et d'enclencher tout ce pivot qui est généré par rebond auprès de SG Ball. Donc oui, clairement, sachant que on a aussi cette volonté de travailler très graphiquement le produit pour sensibiliser sur l'image de fond, pour vous montrer un ballon un peu en exclu parce qu'il sort la semaine prochaine sur une collab, mais voilà la manière dont on travaille les ballons. Donc c'est des produits qui sont très artistiques, très graphiques. Le but est vraiment d'attirer l'œil pour sensibiliser au message de fond. Et ça rejoint aussi ce pourquoi de départ, pourquoi on a lancé ça et pourquoi il y a eu cette sensibilité aussi perso qui s'est réveillée. C'est que, comme je le disais auparavant, on a longtemps été à l'heure du constat, avec des chiffres, avec des études, et dans l'attente de voir des actions. Et nous, en tant que producteurs, en tant qu'entreprise, finalement, l'action doit venir de nous. Et travaillant le ballon de sport, le sport est, à notre sens aussi, le mieux placé finalement pour communiquer, pour fédérer cette cause environnementale, sociale. Aujourd'hui, il n'y a pas plus fédérateur qu'une Coupe du Monde de foot, qu'un Euro de foot. Ça parle à tout le monde, c'est international. Et les clubs, en ce sens-là, en parlant à leur communauté, peuvent sensibiliser à cette cause environnementale et sociale. D'accord, ok. Dernière question, puis après on passera. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, donc n'hésitez pas si vous avez une question à poser à Simon, j'essaierai de la relayer. Moi, je voulais te demander une question très concrète sur peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent là ce matin qui se disent tiens, ce projet me donne envie, je trouve que c'est une histoire intéressante.
euh, comment moi je passe à l'action, quelle est ma première démarche à avoir, et puis peut-être est-ce que tu as des conseils en particulier à donner à des gens qui aimeraient se lancer tout simplement? Ouais, alors il y en aurait plein, mais et ça a déjà été un petit peu évoqué précédemment dans les interventions, mais euh, je pense que déjà il faut être honnête et transparent. Euh, Moi, quand je me suis lancé dans ce défi de changer les méthodes de production, les matériaux utilisés sur du ballon, je suis un peu tombé des nues parce que j'ai mis le doigt. J'avais pas de connaissances hein, en termes de plasturgie, même en termes de consommation énergétique. Je partais vraiment de zéro. Et je suis un peu tombé des nues et même il y a eu un côté très déception de la part de certaines marques que moi je prenais en exemple en termes d'éco-responsabilité parce que en découvrant comment fonctionnait le recycle et le biosourcé, euh, j'ai eu de la déception quand j'entends des marques qui parlent de produits réalisés avec les bouteilles qui proviennent de la mer, et en fait, en me rendant compte de la chose, me dire, ah non, mais en fait, c'est pas possible. Ce qu'ils font, c'est dire que c'est qu'une partie, c'est qu'un pourcentage de la chaussure, ou du textile. Euh, et moi, il y a vraiment cette envie-là. Comme je le disais, peut-être que tout ne sera pas 100% éco-responsable, éco-conçu dans un premier temps, mais il y a cette envie de passer les étapes et surtout de le faire de manière transparente, d'expliquer et d'éduquer. Euh, Aujourd'hui, je me vois pas dire on a un ballon 100% recyclé qui utilise les plastiques des océans. Non, parce que c'est pas vrai. En fait, il y a une partie qui est faite comme ça, il y a une autre partie qui est faite autrement. Euh, je comprends aussi le côté langage, c'est-à-dire c'est difficile de communiquer simplement sur un produit éco-conçu. Mais pour moi, ça fait partie de la chose. Je préfère essayer euh, d'emmener ma communauté dans ma R&D, leur expliquer, les sensibiliser, même presque les éduquer, et il y ait pas de déception à la fin, et qu'ils voient grandir le projet, et ça les fait aussi prendre part à ce projet, finalement. Ouais. Ouais, de Et les puis, impliquer aussi dans la conception du produit, quoi. ouais, voilà. Et puis le deuxième point, je pense que c'est de l'optimisme, c'est-à-dire que lors du développement des produits, on se prend des fois des barrières, on se dit mais attends, en fait, ce que je recherche, c'est pas utopique, c'est pas, est-ce que c'est faisable, pas faisable? Et puis je pense que là, il faut arriver à prendre de la hauteur, voir d'où on est parti, voir les étapes d'avancée. Encore une fois, même si elles sont petites, même si elles sont minces, même si ça avance petit à petit, ben c'est toujours ça de plus. C'est si demain vous faites un produit à 30% biosourcé, bah ok, c'est que 30%, mais c'est 30% qui n'est pas puisé dans l'énergie de la planète. Si c'est 40%, bah, c'est 40%. Demain, ce sera peut-être 60. Demain, ce sera peut-être 60. Après-demain, ce sera peut-être 70. Donc, c'est toujours un plus, toujours aller vers le haut et rester Ouais. très positif, quoi. En fait, ce que tu nous dis, c'est que même si ça nous paraît une montagne, cette transition écologique, il faut commencer quelque part et il vaut mieux être Il faut dans l'amorcer. l'action Il tout de faut être, suite voilà, que inactif, quoi. être dans l'action plutôt que dans le constat. Et il va falloir arriver à fédérer aussi parce que quand on a un modèle déjà établi et qu'on apporte du changement, que ce soit à nos salariés, à nos associés parfois ou à des partenaires, ça fait peur. Le changement, ça fait toujours peur. Donc, il faut arriver à fédérer autour de son projet. Et ça se fait par un plan, par des étapes d'avancée, par une sensibilisation, au même point que vous emmenez votre communauté avec vous, vous devez aussi emmener vos partenaires et vos collègues avec vous. Ça marche. Alors justement, tu parlais de partenaires. Ça me fait rebondir sur une question de Nathalie dans le chat qui nous demande l'impact économique de ces évolutions. Tout à l'heure, tu nous parlais du fait que, heureusement, qu'il y avait SG-Ball qui était déjà bien implanté sur le territoire et qui avait déjà une économie, on va dire, saine qui pouvait permettre de financer cette recherche-là. Est-ce que tu peux nous parler justement des coûts de production? Est-ce qu'un ballot éco-conçu coûte deux fois plus cher qu'un ballot traditionnel classique, on va dire? Voilà. Est-ce que tu peux nous donner des informations sur cette partie un peu plus chiffrée de ton projet? Ouais, ben oui, un ballon éco-conçu coûtera plus cher. S'il est produit en France, à titre d'exemple, la part importante de coût du ballon, elle est aussi sur la main d'œuvre. Le ballon, c'est un produit très artisanal qui est encore cousu à la main aujourd'hui.
Et tous les panneaux, je ne sais pas si vous avez en tête un ballon de foot, mais il y a 32 panneaux, en fait, des pentagones, des hexagones. Tous les pentagones sont assemblés à la main, à l'envers, et le produit est retourné par la suite. Et le temps d'assemblage d'un ballon, on l'estime à environ 2 heures. Donc oui, 2 heures de temps, quand on veut produire en France, ben, il y a une main-d'œuvre derrière, il faut la payer, donc le prix du produit est impacté. Lorsqu'on va challenger les matériaux utilisés, nous, on fait notre R&D en France. Donc, quand on produit la matière première qu'on achemine, même avec un impact CO2 moindre en bateau dans nos ateliers OpenJab, par exemple, ben oui, c'est un matériau qui coûte plus cher parce que c'est pas un matériau de masse, c'est un produit plus rare, notamment sur le ballon. Je pense qu'il n'existe même pas en ce moment. Donc ouais, forcément, ça a un impact, mais il faut se dire qu'il y a vraiment une communauté derrière qui laissera la primeur à ces produits plus propres, plus sains, et qui sera prêt à mettre plus d'argent dans ces produits-là, parce que la durée de vie sera meilleure, parce que ils seront sensibles à l'impact écologique qui sera meilleur. Et à titre d'exemple, nous, il faut savoir qu'un ballon vendu en boutique de club, par exemple, le prix moyen, on est sur une vingtaine d'euros en prix de vente public. Nous, les ballons qu'on fait, ils sont vendus entre 45 et 49 euros. Donc, on est quasiment sur le double de prix. Et lorsqu'on a lancé la marque, on a fait le lancement autour d'une campagne de crowdfunding avec le FC Nantes, avec ce ballon-là, d'ailleurs, qui répondait à vraiment notre première étape de production. Donc, pas de phtalate, des encres N71. C'était cette première étape de cleaner les matériaux déjà existants. À titre d'exemple, un club comme le FC Nantes va vendre en moyenne 1000 ballons à l'année dans sa boutique. Autour de ce projet-là, entre octobre et décembre, ils ont fait les 1000 ballons. Ils ont vendu les 1000 ballons. Donc, il y a quand même eu cette réticence de leur part au début de dire non, mais le prix est beaucoup plus cher, c'est beaucoup trop cher. Moi, j'ai pas le public pour acheter ce ballon-là. Ça s'écoulera pas, ça se vendra pas. Et cette campagne nous a permis de mettre le doigt sur le fait que oui, il y a des personnes qui sont en attente de produits plus sains, plus éco-responsables et qui sont prêts à mettre plus cher que le prix marché habituel. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est intéressant parce que l'idée, c'est pas de rentrer dans une comparaison entre l'un et l'autre, mais plutôt de se dire que ça peut créer une valeur ajoutée supplémentaire d'avoir une éco-responsabilité derrière, quoi. Mais tout à fait, c'est une valeur ajoutée, c'est une grosse valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée a un impact sur le prix, concrètement. Ok. Écoute, merci Simon. Il y avait une dernière question et c'était de montrer un autre exemple de ballon derrière toi et tu l'as fait à l'instant, donc c'est parfait. Merci à toi.